Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 8 décembre. Et aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude d'Aptine. Comment ça va, Aptine? Bonjour. Et aussi accompagné de notre invité Alex. Comment ça va, Alex? Bonsoir, ça va très bien et vous? Super, super. Aussi connu dans le milieu sous le nom de Lala Packers. Exact, ouais. Pour ceux qui sont dans cette division, dans la Ligue Fantasy Ballers. Café Crème Sport et beau sapin de Noël derrière, hein, Alex. Merci. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou L'avantage d'avoir un Twitter. enfant. C'est l'excuse, ça. Donc aujourd'hui, on va faire on va revenir un peu sur la week 13, mais on va parler de week 14 qui est la semaine décisive cette année. Week 14, la semaine décisive pour les playoffs. Moi, je suis en ballottage dans pas mal de ligues. J'ai commencé à faire les calculs l'autre jour. Regardez, si je marque 30 points de plus que lui et que lui perd, mais que etc. Tu te qualifies et puis au final, le soir même, t'es tellement en galère, il se passe tellement de trucs que t'es juste là en train de prier. Ouais, on va parler un petit peu des joueurs qui peuvent nous aider pour ces playoffs fantasy, pour ceux qui y sont. Et voilà. Avant toute chose, comme d'hab, avant que j'oublie, on va regarder le pick'em que évidemment j'ai malheureusement oublié de faire la semaine dernière. Donc je me suis écroulé au classement, mais c'est toujours les Stark de Winterfell qui sont en tête, enfin qui est en tête. Et je crois qu'il a augmenté son avance. Il a 2 points d'avance sur Fibert, qui est un habitué, un fan de Tennessee, un habitué de Fantasy Ballers, et qui lui-même a 2 points d'avance sur Jalset. Donc le podium commence à être à peu près commence à se dessiner, mais c'est encore long. En plus, ça va jusqu'à week 18 cette année, donc même moi qui ai raté une semaine, je suis sûr que j'ai le temps de revenir. Pour ce pick-em, n'oubliez pas les pronostics. Week 13, du coup, les gars, comment ça s'est passé pour vous en fantasy, globalement? Alex? Moi, je crois que c'est presque ma pire semaine. Que je suis toujours, j'ai quand même pas mal de ligues, je suis toujours à un match-up du Chelem. Là, cette semaine, c'est l'inverse. Je crois, une victoire. T'en as gagné un. Le reste, c'est que des défaites. La cata de chez Kata. Et en plus, comme j'ai une stratégie de draft à peu près sur toutes les ligues, là, on rentre dans le bye week 14 avec les Colts qui sont en bye. Et autant te dire que j'ai le monstre Jonathan Taylor qui est sur le banc. Ouais. Donc je sais que c'est à peu près 20 points au moins dans le total. Déjà de base. C'est-à-dire que tu as eu la même stratégie sur toutes tes ligues ou tu as eu une stratégie par ligue? D'accord, ok. Non, quasiment. En fonction du type de ligue, évidemment, du nombre de personnes qu'on était, parce qu'on a des 12, 14, ouais. Ça varie. Mais sinon, ouais, c'est. Globalement, j'avais à peu près, comme j'avais des rankings de draft, était à peu près au même niveau. Donc, ce qui fait que du coup, ça me facilitait ma stratégie. Globalement, je me retrouvais toujours à peu près avec les mêmes joueurs au même moment. Donc, j'ai fait les bons choix toujours au bon moment, les mauvais choix toujours au mauvais moment. Et puis après, c'est là où, comme vous disiez dans une précédente émission, la draft, c'est une chose, mais la saison, c'en est une autre. Voilà. Exactement. Et pendant la saison, du coup, tu suis aussi une stratégie, une ligne directrice sur toutes tes ligues qui est similaire. Par exemple, tu vas chercher les mêmes mecs sur le waiver quand ils sont dispo ou des trucs comme ça, ou du coup, tu commences à alterner un petit peu et à répartir. Après, il y a tes adversaires qui jouent dans l'histoire. C'est que, évidemment, en fonction de celui qui prend, celui qui est à 3h du matin déjà en train de checker les waivers et tout. Donc, on en connaît des comme ça. Bah ouais, c'est déjà plus compliqué. Après, c'est pas forcément les plus actifs les meilleurs. Hein. Nous, on en a dans notre ligue principale qui s'appelle Zeus, qui est le plus actif. Et il est nul cette année, mais nul. Ouais, et attends, dans ta division, tu peux dire il est nul. J'ai regardé les classements, là, il est 5e. Et toi qui as besoin de la règle du nombre de points pour te qualifier, tu vas espérer qu'il gagne cette semaine. Ah, écoute, je vais être honnête, j'ai pas regardé, je sais que j'avais perdu de peu. J'ai l'impression que j'ai perdu énormément de matchs de peu. Je suis vraiment pas un mec du money time, mais c'est comme ça. J'ai gagné ma principale de peu cette semaine, je suis très content.
C'était quoi ouais, j'avais commencé à Craig. J'ai prévenu Marc que j'étais à deux doigts du burn-out et que Ouais, on était à un touchdown de Dawson Knox de perdre Aptin cette semaine. Ouais, exactement, parce que je suis parti me Heureusement qu'il a coucher. plu, heureusement qu'il y avait du vent. Ouais, Parce qu'il est parti se coucher le dimanche soir, il avait une projection qui lui donnait genre 50 points d'avance avec Mahomes et Kelsey. Il s'est réveillé le matin, il avait plus que 10 points d'avance avec Dawson Knox qui jouait de l'autre côté. Et heureusement, il est resté en tête. Ouais, globalement, Week 13, ça a été. Dans les ligues où ça va, ça a été. Dans les ligues où ça va pas, j'ai perdu. Et en Fantasy Bowlers, je suis plus que jamais éliminé. Je crois que je suis avant-dernier de ma division. Ça a été un massacre du début à la fin. Je me suis amusé à regarder l'autre jour les projections contre les résultats réels. Et on sait toujours que les projections et les résultats réels, il y a toujours des différences. Mais en général, c'est un peu comme les cartons et les penalties en foot. Tu vois, tu dis, ouais, sur la longueur d'une saison, ça va s'équilibrer. Il y a des fois où tu seras un peu meilleur, des fois où tu seras un peu plus faible. Une fois, j'ai dépassé ma projection sur 13 fois. Et les 12 autres, j'ai été en général entre 15 et 30 points en dessous, de manière systématique. Donc vraiment, la saison Tu nous qui fais rend vraiment fou. pas de la bonne pub cette année. Hein. Non, mais la saison qui rend fou, la saison qui rend fou. Et toi, tu disais justement, Alex, tu fais la même stratégie partout. Heureusement que je fais pas la même stratégie partout, sinon je crois que j'aurais pété un câble depuis. Et je fais quelques modifications. Parfois, je vais un peu plus, ouais, sur certains joueurs. S'il y en a deux où j'hésite et que j'arrive à un point dans la draft, ou je sais pas, un exemple, j'en sais rien. Cette année, il y avait quoi? Il y avait AJ Brown et peut-être. Je sais pas qui d'autre était. Je veux prendre une fois Calvin Ridley, tu vois. Une fois je veux prendre Calvin Ridley, une fois je veux prendre AJ Brown. Bon, là l'exemple que j'ai pris dans les deux cas, ça se passe mal, mais j'essaye de les alterner. Et du coup, il y a des ligues où ça se passe super bien, et puis d'autres où c'est un massacre. En tout cas, cette week 13, du coup, on va utiliser les matchs pour regarder un peu ce qui s'est passé et surtout, j'aimerais qu'on mette l'accent sur le futur plutôt, sur les joueurs qu'on pense vont pouvoir nous aider pour les week 14 et les playoffs. On va commencer avec le match de jeudi soir, Dallas contre Saints, remporté relativement facilement par Dallas. Toi, tu m'avais dit, Aptine, juste avant le match, tu m'avais dit, ouais, en fait, les Saints, ils sont éclatés. Ils sont effectivement éclatés, il y a plus grand monde. Et J'ai pas dit ça comme ça. En plus, tu vas avoir plein de problèmes quand tu dis ça, quand tu dis des choses comme ça crûment. Mais ouais, j'ai dit que ouais, c'était je pas une belle simplifie. affiche parce qu'il manquait beaucoup de monde. Voilà. C'est mieux. Ouais, effectivement, c'était le cas. Tony Pollard a de nouveau mieux joué que Zeke. Zeke qui a l'air de vraiment vouloir continuer à jouer avec sa blessure, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux lui faire confiance cette semaine, même si tu sais que c'est un committee et qu'il va avoir les chances peut-être sur la goal line et tout ça, mais est-ce que tu arrives dans ton crunch time week 14 avec Zeke serein, ou est-ce que vraiment tu commences à être en panique? Moi, je pense que tu n'as pas le choix de faire jouer, dans le sens où il n'y a vraiment pas grand monde. Même là, quand tu regardais sur les waivers, c'est vraiment extrêmement pauvre. Enfin, un waiver où Ouais, en tu as plus, il y des a des équipes qui blessés. jouent. Hein. Mais Ouais. il y a beaucoup de blessés, tu as les bails. Tu peux pas faire un fine bouche. Tu sais en plus que s'il y a une ou deux carries à 1 ou 2 yards, c'est lui qui la prend, c'est pas Pollard. Donc, s'il peut te faire un score à 8, c'est bien. Mais en gros, il va pas avoir un gros volume. Surtout que moi, je continue à dire que Pollard, j'ai l'impression que quand il joue, ça joue mieux. Après, c'est toujours bien qu'il apporte, tu sais, le côté physique qu'on lui connaît. Et dans des vraiment short yardage, c'est lui que tu fais rentrer. Et sur ça, il est excellent. Mais c'est plus le mec qui va te faire tous les Non, downs et qui on va beaucoup de c'est clair. On a un supporter de Tony Pollard à côté de toi, Aptine. Exactement. Alex, toi, qu'est-ce que tu penses des Saints et notamment de Camara qui devrait revenir normalement cette semaine, mais avec Taysom Hill comme QB l'année dernière, on a vu un petit peu Hill et Camara ensemble quelques matchs. Il y avait eu, je crois, au début du très mauvais, puis vers la fin, ça commence à mieux jouer. Pour toi, c'est quoi l'impact de Taysom Hill quand il est là sur le running game des Saints? L'impact, c'est 40 millions de dollars. Parce que moi, bon, voilà, je comprends toujours pas le choix de Sean Payton. Il y en a qui critiquent comme quoi Lamar Jackson court que trop, n'est pas bon à la passe, mais tes amis, il faut en parler, quoi, des amis.
Ok, il est c'est un nul à la couteau passe. suisse, mais ça va. Dès qu'il fait une passe de 20 yards, tout le monde est là. Ah, voyez, mais ça va pas. Et en plus, il s'est blessé au doigt. Euh, c'est pas un game manager, c'est peut-être un bon coureur physique tight end, mais bon, voilà, il faut qu'il se contente de la screen pour Alvin Kamara et puis basta. Mais c'est pas quelqu'un qui va mettre en évidence les joueurs, quoi. C'est pas possible. Déjà qu'ils sont en galère à la réception, là, franchement, ça aide clairement pas le corps de receveur. Et surtout que moi, ce que j'aime pas trop avec Taysom Hill, c'est que je l'aime bien quand c'est pas le titulaire. C'est-à-dire qu'il va vraiment apporter. Tu peux faire jouer sur plein de plays différents, mais si c'est lui qui start, tu sais exactement à quoi t'attendre. Quand tu regardes 2 vidéos, tu sais ça va être quoi ton plan sur tout le match. Et sur ça, il fera rien. On l'a vu contre une bonne défense de Dallas. Mais pour moi, enfin, n'importe quelle défense NFL peut contenir un Taysom Hill aujourd'hui s'il start. Ouais, c'est clair. On va passer à Colts Houston rapidement parce que les Colts sont en bye cette semaine et ils ont roulé sur les Texans 31-0 avec de nouveau Jonathan Taylor qui a roulé sur tout le monde, 32 carries, 143 yards, 2 touchdowns supplémentaires, un fumble quand même, petit négatif. Mais ouais, cette équipe des Colts qui commence à être assez prévisible, hein, c'est Taylor et puis parfois Pittman qui fait un bon match comme celui-là où il a dépassé les 100 yards en tout. Côté Houston, il y aura un changement de QB, je crois. C'est Davis Mills de nouveau qui va jouer. À part dans les superflex les plus profondes, on s'attend pas à grand chose de la part de Davis Mills. On va voir un peu ce qu'il vaut jusqu'à la fin de la saison pour savoir si les Texans doivent drafter un QB ou pas cet été. Ouais, je sais pas s'il y a grand chose à dire de ces deux équipes-là, surtout que les Colts sont en bye pour la week 14. Si vous avez rien à rajouter, on passe au match d'après. Je peux faire juste une remarque. Vas-y. Comme j'ai entendu le match Colts Patriots, c'est dans pas longtemps. Ouais. Donc autant vous dire, vu le match des Patriots qui s'est passé lundi, autant vous dire que les quarterbacks vont pas beaucoup lancer, ça va courir comme des dingues des deux côtés. Hein. C'est clair. Donc si le temps en plus, je crois que ça se passe à Foxborough, si le temps est assez identique à lundi dernier, ça va être costaud, quoi. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, la météo, on se moque toujours de moi, mais en décembre, il faut commencer à regarder quand même un peu la météo pour les situations extrêmes, celles où il y a vraiment beaucoup de vent ou beaucoup de pluie le soir du match ou pendant le match. On sait que ça peut affecter. On l'a vu on en parlera tout à l'heure, mais Bills contre Pats, un match vraiment atypique. Et vraiment, c'était à cause de la météo exécrable qu'il y avait. Mais avant ça, on va parler de la première victoire des Lions. Au buzzer, alors les Vikings qui me font toujours autant rigoler. J'espère qu'il n'y a pas de fans des Vikings qui nous regardent, en direct en tout cas. Mais je regardais le truc et je me disais, tu vas voir que les Vikings vont trouver un moyen de perdre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et non seulement ils ont perdu le match, mais en plus ils ont perdu Adam Thielen avec une entorse à la cheville, donc il sera au moins absent cette semaine. Ouais, ça sent pas super bon pour les Vikings et du coup, s'ils sortent de la lutte pour les playoffs, est-ce qu'ils font même revenir Dalvin Cook pour la fin de la saison? Parce que ça va être important. Mais déjà, il est questionable, je crois, pour le prochain match. Bon, ce qui est demain, je pense que c'est mort. Mais pour moi, même s'ils perdent le prochain match, parce qu'ils vont le perdre parce qu'ils jouent les Steelers, mais la NFC, de ce que j'ai regardé, enfin, ils sont toujours dans in the hunt, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas très loin. Et pour moi, enfin, ça, vu que tu as un match en plus qu'il faut compter, pour moi, enfin, ils ont toujours l'équipe pour arracher une équipe une place en playoff. Mais c'est vrai que perdre contre les Lions, qui sont pas une mauvaise équipe, hein, ils ont perdu 3-4 matchs vraiment sur rien du tout. Ouais. Mais et en plus là vraiment sur la globalité du match, ils jouaient mieux les Lions. Je crois qu'ils ont mené presque tout le match. Et ils ont dû bombarder sur Jefferson, qui je crois qu'il fait plus de 180 yards, enfin un truc énorme. Ça n'a pas suffi. Et moi, c'est plus peut-être incompréhension de la défense ou de comment ils défendaient sur les mecs. Franchement, enfin, c'était ridicule, quoi. La dernière action, elle est ridicule. Le mec, il fait une hook, il est tout seul. Ça vient 3 secondes après pour essayer de tacler quand il est déjà au sol. Enfin, je trouvais ça ridicule. Mais au moins, je suis content pour les Lions. C'est clair. Et du coup, avec la blessure de Thielen, est-ce qu'il y a un joueur que vous préférez pour le remplacer, pour starter cette week 14 si vous avez besoin d'un streamer KJ Osborne ou Tyler Conklin peut-être?
Ceux qui ont Tyler Conklin, ils le gardent bien en position de tight end parce que forcément, il va prendre des targets. KJ Osborne, c'est évident, il passe quand même WR2 direct. Et en plus, on l'a vu sur son TD en red zone, il est ciblé sur un slant. Donc, KJ Osborne, évidemment, quoi. Parfait. Et à part s'il y a autre chose sur ce match, Giants contre Miami. Match pas très spectaculaire. Toujours Barclay qui n'a pas les plays explosifs qu'il avait, donc il fait 11 carries pour 55 yards, qui en soi est pas affreux, mais il n'a pas le volume et il a en plus pas les plays explosifs qu'il pouvait avoir il y a 2 ans. Donc est-ce que on continue à le starter parce que un peu comme la même question qu'avec Zeke, est-ce que tu continues à le starter parce que c'est Barclay que tu as lâché un premier, deuxième round pour lui et c'est un des rares running back qui est encore en forme, théoriquement, qui est sur le terrain en tout cas. Mais c'est à toi de nous dire, tu vas répondre à ta propre question. Parce que c'est toi qui tu l'as partout, start. tu l'encenses, etc. Est-ce que là, tu commences un peu à dire, ouais, finalement, il est peut-être pas. Ça devait être compliqué. Je commence à me dire que ouais, ça risque d'être compliqué, mais dans notre dynastie principale, je l'ai échangé il y a 2-3 semaines contre Deebo Samuel. Et il a marqué 10 points de plus que Deebo Samuel cette semaine. Mais ouais, non, c'est sûr que ça commence à être compliqué. C'est frustrant surtout d'avoir Barclay parce qu'en fait, il joue pas si mal que ça, c'est juste qu'il joue pas bien. Et il n'a pas il a plus cet upside qu'il devrait avoir. Et c'est pareil pour toute l'offense des Giants. Hein. T'as les mecs qui sont blessés tout le temps. J'ai Kadarius Toney dans 2-3 ligues. Je crois que j'ai pu le faire jouer 3 fois. Les gens qui ont Sterling Shepard, ils attendaient beaucoup de lui. Ils n'ont pas trop pu l'utiliser. Evan Engram, il est là, mais tu sais jamais quand il va faire quelque chose. Le QB, il change tout le temps. Là, cette semaine, ça peut être Jake Fromm. Le mec, il est arrivé à l'équipe il y a 10 jours. Donc, ouais, c'est compliqué pour les Giants. Et je pense que c'est plutôt une équipe à cibler pour les défenses adverses que d'essayer de mettre trop de Giants dans votre line-up, même si c'est des joueurs qui peuvent faire des perfs de temps en temps. Par contre, côté Miami, ils seront en bye cette semaine, mais Waddle continue à vraiment devenir une valeur sûre. Même dans un match un peu fermé, il fait son match, c'est 9 réceptions, 90 yards. Et pareil pour Tagovailoa. Donc ça c'est plutôt positif. Miami qui est sur quoi, 5 victoires d'affilée en plus, et qui alors qu'on se moquait d'eux justement il y a 5-6 semaines maintenant, ils sont bien revenus juste avant la bye week. Et ils ont on se moque beaucoup moins d'eux. On enchaîne. Je vous jure, il y a des matchs plus intéressants plus tard. Hein? Je disais, il faut rendre à César ce qui est à César concernant Tagovailoa. Au niveau de ses stats. Là, il est en game manager. C'est un joueur à stacher par rapport au schedule qui est à venir, hors bye week. C'est dans le cadre de la rotation ou blessure de quarterback, il faut avoir Tagovailoa. En tout cas, c'est pas à négliger. Et Jalen Waddle, juste une stat rapide, il a autant de targets de réussite que Tyreek Hill ou Keenan Allen. Et il en a 30 de plus que Ja'Marr Chase. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais moi, je suis Team Waddle. Hein. Depuis le début du podcast, moi, j'étais Team Waddle et j'étais pas Chase. Alors, il n'est pas utilisé en profondeur. Il est utilisé pas mal en slot. Mais bon. Nous, on parle que production, fantasy point. Mais justement, voilà. C'est l'avantage du coup de Waddle cette saison par rapport à la configuration de Miami. C'est clair. Et à noter qu'il est revenu, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait sa barre des 100 yards de Waddle. Oui. Et ouais, tu parlais du calendrier. Miami, après la bye week, là, pour les playoffs, ils ont les Jets, les Saints et Tennessee. Donc, c'est clair que ça va être lui, Waddle, peut-être Parker s'il se reblesse pas. Et Gesicki, ça va être des joueurs à avoir pour les playoffs. Et la défense de Miami aussi, du coup, parce que Jets et Saints, tu te fais plaisir. Tampa Bay, Atlanta, je continue avec les matchs nuls, comme ça après on peut passer sur des matchs plus intéressants.
Tampa Bay Atlanta, pas grand chose à dire. Hein. Beaucoup de passes pour Tom Brady. Gage a eu un bon match par contre côté Atlanta. Ça c'est le genre de truc qui me frustre parce que Gage, je l'ai eu dans mon line-up, je l'ai enlevé de mon line-up, je l'ai remis dans mon line-up. Et en gros, je l'avais tout le temps quand il faisait 0 et je l'ai plus depuis qu'il marque des points. Donc ça, c'est le genre de joueur qui m'énerve tellement que je vais lui en vouloir personnellement. Mais ouais, Pitts par contre, Pitts, un peu comme Chase, il se retrouve face à il a vraiment l'attention des défenseurs adverses et du coup, pour le moment, ça le pénalise en fantasy. Pas sûr qu'il soit tellement utilisable down the stretch, comme on dit. Si vous avez Kyle Pitts, même si, bon, forcément, en Titan, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde non plus, mais là, depuis quelques matchs, il fait pas des scores il fait même des scores plutôt mauvais. Depuis week 8, il a eu 8, 4 et 7 la semaine dernière contre des adversaires relativement prenables. Ouais, si vous avez Pitts, est-ce que vous allez poste de Titans ou est-ce que vous essayez de trouver un Tyler Conklin ou quelqu'un qui est peut-être encore sur waiver qui marque plus de points, même le mec de Cleveland, là, Austin Hooper, qui est ciblé de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Je te vois hocher la tête, hésitant. J'ai Pitts dans une ligue. C'est vrai que c'est un mal de crâne. C'est comme des running backs comme Zeke ou quoi que ce soit. On se dit, qu'est-ce que je fais? Je le bench pas. Il arrive à avoir une production de tight end de second tier. Ouais. Alors qu'il a le cornerback ou un safety tout le temps sur la tête. Donc, ça prouve son talent, c'est indéniable. Mais après cela, c'est vrai qu'il faut trouver, dans ce cas-là, une alternance avec un streaming d'un deuxième tight end en fonction des match-ups. Si on n'a pas un second tight end en réserve, voilà, si on n'a pas réussi à faire le bon waiver au bon moment. Mais c'est vrai que Pitts, là, ça donne vraiment mal au crâne. C'est clair. Et peut-être que c'est justement grâce à l'éclosion de Russell Gage, qui depuis 2 matchs, surtout la semaine dernière, targeté 12 fois, ça va peut-être faire configurer les défenses adverses qui du coup, là en fait le problème principal de Pitts, c'est pas sa performance perso, c'est le fait qu'il a tellement d'attention des défenses adverses en étant le danger principal, en tout cas à la passe. Et peut-être que si les défenses sont obligées de regarder un peu plus Gage, de regarder un peu plus Patterson, et que c'est pas juste mettez 2 gars sur Pitts pour le sortir du match et après on se démerde avec les autres, ça peut l'aider dans les playoffs. Un dernier commentaire, c'est une tradition aux Falcons de ne pas cibler le meilleur joueur en red zone. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, on l'a vu avec Julio Jones. Ils ont Kyle Pitts qui est quand même au niveau gabarit qui est quand même assez incroyable. Le coaching est douteux. Kyle Pitts, il a le même corps que Soufiane. Philly contre Jets, on a vu Gardner Minshew de retour. Et est-ce que vous avez trouvé que cette offense de Philly était presque... Bon, c'est les Jets en face. Hein. Mais l'offense de Philly marchait bien. Est-ce que c'est vraiment uniquement parce que c'est les Jets en face ou est-ce que Gardner Minshew va être un mec un peu à la Ryan Fitzpatrick pour le reste de sa saison, un mec quand tu es en galère de QB en transition, bah, tu te dis tiens, on va prendre Minshew parce que le mec, il est quand même... Enfin, moi, je le trouve en tout cas... dans ce match-là, il joue pas si mal et il est mieux qu'un peut-être. Enfin, c'est un bon starter en NFL, pas forcément première, tu vois, pas dans le top 20, mais genre c'est un starter de NFL pour quand tu es une équipe en galère qui a besoin de quelqu'un pour gagner quelques matchs, quoi. Et pour Philly, bah, il a fait le taf. Bon, c'est les Jets en face. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de sa perf? Toi, moi, allez, j'y vais. Non, très rapidement, moi, je veux dire que on savait ce que Minshew pouvait faire. J'ai trouvé plutôt en forme pour un mec qui n'a pas joué depuis un moment, déjà. Et comme je l'ai pensé aussi, je trouve que l'attaque marchait mieux dans le sens où tout le monde touchait la balle. Parce que lui, il ne va pas prendre, je sais pas, à peu près, 20% ouais. Peut-être de l'offense à courir, etc. Donc, du coup, tu as eu 24 carries pour Sanders. J'y venais. Il y a toujours, tu sais, la minute Sanders carry. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça du coup beaucoup mieux, beaucoup plus réparti. Mais surtout, je pense que c'est parce que c'était les Jets au final, tu vois.
Tu le mets contre une grosse défense, on va avoir le Minshew vraiment mauvais visage qui n'apporte strictement rien, alors que Hurts reste l'option principale. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que c'est un peu des deux. Allez. Hurts n'est pas en danger de perdre sa place de titulaire. Non. Côté Jets, pas énormément de choses. On sait que la défense contre la passe de Philly est pas ouf. Zach Wilson a pas trop mal joué pour une fois. Il a eu un touchdown sur un sneak aussi. Il a joué beaucoup sur Elijah Moore, ce qui est une bonne chose. Mais bon, je pense que la saison des Jets est très par contre, il est intéressante. chaud. Jamour, il est vraiment, vraiment chaud. Ouais, Elijah Moore, il est chaud. Ouais. Par contre, c'est pas sûr qu'il joue le prochain match. D'après ce que j'ai vu, ouais, il day to semblerait day, que, avec, il est day to day, donc ça va être une décision encore dimanche, peut-être au dernier moment. Donc, sachant que Corey Davis a été mis sur le injured reserve. Kevin Coleman est pas, peut-être pas là aussi, je crois probable même. Je suis pas sûr qu'il joue, donc je sais pas. Ouais, il a une commotion. Ouais, c'est vrai que voilà. ils sont tous morts. Hein. C'est pas marrant, le mec est mort de rire en train de dire qu'il y a une commotion. Non, mais c'est vrai, ils ont tous l'air en fin de vie, les mecs. Arizona contre Chicago, on a vu le retour de Kyler Murray et de DeAndre Hopkins, qui à la base, je pensais qu'il serait plus utilisé comme dans des situations spécifiques, un peu comme Amari Cooper, dont on n'a même pas parlé pour une fois, tellement il est invisible. On a oublié de parler d'Amari Cooper dans la section sur Dallas. Mais Hopkins, pour le coup, il a fait un catch encore incroyable dès son retour. Et lui, ça peut être un joueur qui va aider pas mal d'équipes en playoff fantasy. Je dis pas ça parce que je l'ai dans la ligue avec Alex, mais après avoir manqué 4-5 matchs, ça va faire du bien à ces managers de récupérer Hopkins, et surtout les managers de Kyler Murray doivent être contents de le voir et de le voir en forme. Il a l'air en forme, en tout cas. Oui, moi je pensais que ce serait un snap count. Je me suis planté parce que je l'avais même pas titularisé. Je l'ai dans une ligue aussi. Je l'avais même pas titularisé en me disant il va revenir, il va se mettre tranquillement de nouveau dans le bain, etc. Et quand j'ai vu tout de suite dès le départ action sur le fond à droite du terrain, je me suis dit mince. Non, il est là. Il a l'air bien fit, bien en forme. Après, c'était surtout le one-man show de Kyler Murray en scrambling derrière sa ligne. C'est incroyable. Il a des jambes, il est vraiment bien revenu là. J'avais peur pour ses genoux, mais non. Mais ce qui a fait la force vraiment, c'est la défense en fait des Cardinals. Donc du coup, 4 interceptions pour le pauvre Dalton. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça n'a pas forcément bien mis en évidence au niveau de l'attaque entre le scrambling de Murray et la défense. Un ou deux drops, notamment, je crois de Kirk en end zone. Connor qui est là, qui a eu son TD habituel, donc ça c'est top en termes de prod. Il est là, il est visé. Attention pour ceux qui ont en dynastie avec Chase Edmonds qui risque de revenir. Mais non, je pense que là, pour les prochains matchs, ceux qui ont Kyler Murray et Hopkins qui sont revenus, c'est bon, ils sont rassurés. Ouais, c'est clair. Et petit bémol peut-être pour Zach Ertz, on disait il avait pas mal joué depuis son trade, mais ça correspondait aussi à l'absence de Hopkins. Et quand Hopkins est revenu, il a eu une réception sur 2 targets pour 10 yards, donc un match sans. Encore un tight end qui disparaît, donc c'est vraiment le poste le plus difficile à prédire et à gérer cette saison. Côté Chicago, on va avoir le retour de Fields. Oui. J'ai un trou de mémoire sur son prénom. Oui, Justin. Merci, Justin. J'ai Jason Fields dans la tête. Non, c'est pas ça. Justin Fields, après les 4 interceptions de Dalton. Mais toi, à chaque fois, il y a un mec qui manque 2 semaines de compétition. Il y a forcément une fois par podcast un mec dont j'oublie le prénom. Ouais, Dalton qui du coup fait pas un super match avec ses 4 interceptions. Il va retourner sur le banc au profit de Justin Fields. Est-ce que on a été un peu back and forth avec Fields et Dalton pour cette offense de Chicago cette année? Est-ce que Justin Fields peut être un mec qui justement a peut-être été droppé dans pas mal de ligues
est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut essayer d'ajouter sur son banc pour jouer en playoff contre Minnesota, les Seahawks et les Giants Week 17? Ou est-ce que vous laissez tomber Fields cette année et l'offense de Chicago en général? Moi, personnellement, je laisse tomber Fields cette année. Il Ouais. a rien montré. Il a rien montré. Je pensais que l'attaque, et je suis quand même peut-être un peu secrètement convaincu que ça marche mieux avec Dalton. C'est juste que là, la défense était très bonne, même si je l'ai trouvé pas bon Dalton sur ce match. Mais pour moi, Fields, on a vu, à part si en 2 semaines, tout d'un coup, il a regardé tellement de vidéos qu'il dit ah, mais finalement, j'ai tout compris. J'ai vraiment un gros doute. Et il n'y a personne d'exploité à part Montgomery qui a fait un très très gros match. Et toi qui s'est fait Ouais. plus ou moins refuser un TD sur la fin, donc il aurait pu vraiment faire un score à plus de 30. Mais moi, personnellement, j'ai aucune confiance en Fields pour la fin de saison. Surtout si tu arrives en playoff, tu veux peut-être un gars minimum sûr, à part si tu joues que l'upside, tu vois. Ta personne, tu dis, bon, bah ok, il peut me ramener 25 points ici. Tu mets un mec comme Rondale Moore qui est à peu près le même, c'est un receveur, mais c'est la même histoire. Peut-être qu'il va te ramener tout d'un coup beaucoup de points. Moi, j'ai rien vu cette année qui me ferait starter un Fields en playoff. Ouais, je suis assez d'accord. Même si j'aimerais bien qu'il me fasse mentir parce que je l'aime bien, mais je suis assez d'accord avec toi. Peut-être un mot sur quand on parle de préparer son roster pour les playoffs fantasy une fois que les bails sont passés. Là, c'est vrai qu'il y a des bye week tellement tard que même cette semaine, c'est un peu compliqué pour certains. Mais Khalil Herbert, le backup de Montgomery, on vient de parler du calendrier des Bears. C'est le genre de mec, tu sais que si Montgomery se reblesse, parce qu'on l'a déjà vu au début de la saison, si Montgomery se reblesse, tu sais que c'est pour lui. Et c'est le genre de mec à se tâcher sur son Mais là, banc. dans les matchs que tu as dit, les match-ups que tu as dit de Chicago, pour moi, c'est des match-ups difficiles. Les Giants, ça défend bien. Ils perdent des matchs mais parce qu'ils marquent 6 points. Mais si la personne en face, ils en met 10, c'est qu'il y a une bonne défense. Vikings, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même relativement une bonne défense et c'est un match de div, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de points. Et je me souviens plus du troisième, mais pour moi, ce n'est pas des match-ups faciles non plus. C'est qu'ils ont perdu Adams en plus. Même si ça défend mieux depuis 2-3 semaines. Donc pour moi, ce n'est pas des match-ups easy, tu vois. Et les Packers. Ouais, les Packers. Et les Packers, on n'en parle même pas parce que eux. Non, les Packers, j'en parle pas. Non, c'est pas pour cette semaine, Chicago. Et avec des défenses qui s'améliorent en plus contre la course. Donc, sachant que Montgomery, à l'heure actuelle, c'est le seul qui soit sorti un peu du lot. Si on affronte une front line en défense qui tient un minimum la route, au niveau fantasy, Chicago, c'est pas la peine. Ouais. Il manque que Najee disparaisse, quoi. C'est clair, j'ai vu un tweet. Il devait se faire virer, lui, le soir de Thanksgiving, non? Si, ouais, c'est clair. Ouais. Pour moi, c'était donné tout, mais j'ai rien vu. C'était une rumeur. Là, j'ai vu un tweet, je crois que genre l'offense de Matt Nagy en moyenne 170 yards par match ou un truc absurde comme ça. Donc ouais, non, c'est à mon avis, il est temps qu'il s'en aille. Chargers contre Cincinnati, gros match des Chargers, l'offense des Chargers avec 41 points marqués. On parlait tout à l'heure de Waddle et du coup Chase qui fait un peu le chemin inverse, qui galère un petit peu depuis plusieurs matchs, mais ça correspond non seulement au fait que lui voit sûrement des défenses adverses un peu plus solides, mais surtout du coup c'est T. Higgins qui en profite, parce que T. Higgins il est sur une série assez impressionnante, à part un match, mais depuis week 8, 12 points, 11 points, bye week, 3 points, et ensuite 20 et 24 la semaine dernière dans les half PPR. Donc ouais, l'offense marche pas trop mal à Cincinnati. Bon, là c'est la défense qui a un peu pris l'eau. Mixon, il a été un petit peu, à un moment, je crois qu'il est allé dans la tente médicale, puis il est revenu. Du coup, Pirine était sur le terrain, puis c'est lui qui a été dans la tente médicale. Pirine aussi, un backup dont on avait parlé la semaine dernière, mais on vous le rappelle, je pense qu'il est peut-être moins talentueux que les Herbert, mais il joue dans une meilleure équipe, et dans une équipe où si jamais il arrive quelque chose à Mixon, ça sera 100% pour lui aussi, logiquement, parce qu'il n'y a plus personne derrière. Donc Pirine, peut-être quelqu'un à avoir dans le line-up. Côté Chargers, c'était pas mal, parce que y a Keenan Allen qui va rater le match normalement. Ah, il a une chance de jouer, je vois, mais il a le Covid, donc il risque de rater le match. Il a une chance de jouer parce qu'il est vacciné. Ouais, c'est ça. Donc, s'il fait 2 tests négatifs d'ici dimanche, il peut jouer direct. Ouais, du coup, tu as Jalen Guyton. Jalen Guyton, qui a fait son match. Hein.
4 réceptions pour 90 yards et un touchdown. Est-ce que c'est un one-off ou c'est quelqu'un que vous avez ciblé dans vos waivers cette semaine? J'ai vu qu'il était parti dans pas mal de ligues. Il n'y a pas grand monde de toute façon sur waiver, donc moi je Non. pense qu'il faisait un peu partie des bonnes targets, surtout qu'on sait qu'Herbert aime bien envoyer la balle. Mais pendant que tu parlais, je trouve qu'il y a un peu le même schéma des deux côtés. Tu as un peu le receveur big play qui est Mike Williams, en face tu avais Chase. Ouais. En gros, quand le début de l'année a commencé, on s'est dit, oh bah voilà, Mike Williams, enfin, moi je disais ça en tout cas, Mike Williams va finir devant Keenan Allen, Chase va finir devant Higgins, et en fait là tu vois que c'est qui un peu le receveur sûr, Higgins d'un côté, Keenan Allen de l'autre. C'est juste que c'est sur des plays différents parce que là, le mec, il fait. Enfin, Mike Williams n'a pas de TD, mais il fait un score, je crois, identique à celui de Keenan Allen qui lui a 2 TD, tu vois. Ouais. Donc, non, c'était juste que pendant que tu parlais, je trouvais ça marrant. À surveiller Austin Eckler cette semaine parce qu'il était un petit peu blessé à la sortie du match. Il n'y a pas de gros risque qui manque le truc, mais à surveiller quand même. Donc, ouais, non, sinon, autre chose sur ce match? Non, juste surveiller Mixon. Parce que Ouais. Mixon, il avait problème à la nuque. Il semblerait qu'il soit malade et qu'il a eu un peu de fièvre, qui n'est pas du tout en rapport à la Covid. Ouais. Donc, à monitorer. Et en plus, ça se trouve, ça peut être monitoré encore tard sur la semaine. Donc, Ah, mais je vois qu'Eckler, il a eu double fumble, c'est pour ça qu'il fait le mec blessé à la fin du match. Moi, je connais. Ouais, on a tous fait ça. Ouais, effectivement, tu as raison. Checker Mixon. Et du coup, assurez-vous que Pirine n'est pas en train de squatter sur le waiver. C'est le genre de pick qui coûte pas cher sur un banc. Au pire, vous le faites pas jouer. Mais par contre, si jamais il joue, ça peut faire le jackpot et la différence. Jacksonville Rams. 37-7 pour les Rams. Facile. Henderson n'a pas joué. Donc, du coup, Sonny Michel a eu le taf. 120 yards avec 24 carries. Donc, on sait qu'il est un peu assez productif quand Henderson n'est pas là. Est-ce que vous pensez que ça peut forcer un committee qui du coup va pénaliser les managers de Henderson pour les matchs de playoff fantasy, en tout cas, sachant que les Rams ont des objectifs beaucoup plus intéressants que cette fin de saison régulière? Je vois tous les deux hocher la tête parce que les gens n'entendront pas sur Spotify. Non, mais parce que tu as un peu répondu toi-même. Tu étais en train de. Enfin, si tu finissais, si tu rajoutais une phrase à ce que tu étais en train de dire, tu répondais aussi. Donc, oui, enfin, ils ont clairement un running back numéro 1, mais Sonny Michel fait du super boulot. Ils l'ont pris pour ça. Hein. Ils l'ont pris pour ça. Et je pense que là, on peut s'attendre à un committee arriver, vrai playoff. On va revoir du Henderson à toutes les sauces. on ne voulait pas t'interrompre, Marc. C'est pour ça qu'on secoue la tête. On attend que tu finisses ta phrase. Ouais. Mais, en plus, maintenant que tu poses ta question, tu réponds tout seul. Donc, on était d'accord. On va aller boire un coup, on revient. Mais non, mais en plus, moi, mon moyen terme pour les playoffs, oui, ça met un peu le bazar. Même si le coach, il a dit que Henderson, non, il a répondu tout de suite. Disant Henderson reste RB1, pas de committee comme de d'autres endroits. Je vois plus à long terme aussi pour ceux qui sont en dynastie ou quoi que ce soit. Autant vous dire que ça va être un sacré mal de crâne quand Cam Akers va revenir. Ouais, c'est clair. Si on a Sonny Michel, Darrell Henderson et Cam Akers, ça va être. Ouais, je pense. Je pense que là, moi, je serais en dynastie. Enfin, je vous conseillerais, en tout cas ceux qui sont en dynastie, de trader Darren Henderson pendant qu'il en a encore temps pour choper un autre RB1 costaud pour que laisser ce balle de crâne à d'autres personnes par l'avenir. Ah, c'est clair. Et il y avait même à un moment, on parlait de Cam Akers qui pourrait peut-être jouer même cette saison. Moi, j'y crois pas vraiment, mais ça prouve que sa guérison se passe plutôt bien. Sonny Michel, il est en fin de contrat, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir s'il le re-signe ou pas. Mais je suis d'accord avec toi que de toute façon, les Rams, on avait ce problème-là l'année dernière avec déjà Henderson et Akers et Malcolm Brown. Où c'était difficile d'avoir une série de matchs constante dans laquelle tu avais un RB1 qui sortait. Et là, cette année, un peu par la force des choses, c'est ce qui s'est passé avec Henderson. Et en plus, on pensait tous qu'il allait se blesser. Et il a attendu, il a réussi à jouer 12 semaines avant d'avoir sa première vraie blessure.
Mais Michel fait le taf. Donc, encore une fois, pour moi, là, le thème pour moi de cette semaine, c'est vraiment, si je peux donner un conseil, c'est tous ces backups, tous ces mecs-là, Sonny Michel, Samaje Perine, Khalil Herbert, il y en a d'autres. On avait parlé la semaine dernière de Alex Mattison, de AJ Dillon aux Packers. Il y en a plein d'autres. C'est le moment maintenant. Au début de la saison, on vous disait, ouais, draftez pas forcément le handcuff, le machin. Ça prend une place sur le banc toute la saison. C'est lourd à porter pendant les bye week, machin. Par contre, maintenant, ça sert plus à rien d'avoir un mec où vous êtes quasiment sûr que vous allez pas le starter. Par contre, un gars comme ça, c'est ça qui peut faire la différence. Soit c'est le backup du joueur que vous avez déjà et ça peut vous sauver si jamais votre titulaire se blesse. Soit c'est le backup de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, si jamais le quelqu'un d'autre se blesse, vous vous retrouvez avec 2 RB1 qui peuvent vous faire gagner une ligue. Et ça, c'est vraiment ce qui peut faire la plus grosse Amen. différence. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre du contenu dans Fantasy Ballers. Aux Niners, on Par prend contre, aux qui? Niners, je sais pas qui on prend comme backup. Il n'y a plus de running back aux Niners. Ça, c'est compliqué. Là. Niners, avec ce qui s'est passé de cette semaine, C'est qui du coup le dernier qui reste? Jean-Michel Jamichael Asti, là? Ouais, c'est ça, Jean-Michel. Jamichael Hasty. Jean-Michel Asti. Mec, j'ai Exactement, toujours bien ouais. kiffé Asti en plus. Il m'a toujours fait marrer et à chaque fois qu'il a eu sa chance, il se blesse ou il lui arrive un truc. Quoi. Mais bon, Mitchell n'est pas encore out, ni Non, Wilson il n'est pas n'a encore out, vraiment, mais attention, il y a des Dès qu'on gros passe sur doutes sur sa SF, participation. on peut passer sur SF direct, si vous voulez. Ouais, grave, on peut parler de SF contre Seattle. Mais Ouais. Mitchell, commotion et des gros doutes sur sa participation. Et Jeff Wilson, qui a eu un problème au genou. Donc du coup, ça pourrait être Asti le starter. Et sincèrement, dans les backups, je peux même pas vous dire qui reste derrière ça. Non, Surtout si Deebo Samuel ne joue pas. Mais il y a des chances que, je crois, les dernières nouvelles, il devrait revenir. Parce que du coup, ça serait lui le running back si Deebo Samuel peut jouer, non? Ouais. À ce niveau-là, même Luc, il est même plus au courant de là, on est running Non, back même 9 Luc, de la saison. Il va dire, ouais, non, je sais pas. Commente, Luc. Dis-nous qui y a en running back. Allez, ils vont ouvrir Il la n'y a même page plus depth chart, tu vas voir. Jacques, je sais plus quoi, là, qui avait au début de la saison. Non, mais ils vont encore nous sortir un mec. Par contre, si on parlait juste du match, c'est très dommage qu'il ait perdu. Hein. Moi, je trouvais qu'il revenait super bien SF. En plus, on a vu un Kittle, mais vraiment hardcore. 181 yards de TD, 39 points, énorme. Et enfin, je sais pas, ils ont vraiment lâché en deuxième mi-temps. Frank Gore aux Niners, les gars. Frank Gore, Niners. On nous dit dans les commentaires. Il a dit Frank Gore. Frank Gore, ouais. Mais il n'est pas dans un match de boxe, lui, Frank Gore, contre, comment il s'appelle, Deron Williams. Ouais, le joueur de basket. Ouais. Bon, bref. Sachant que les Niners, c'est intéressant parce que les Niners, pour le coup, ils ont eux aussi un calendrier sympa de playoffs. Ils ont Atlanta, Tennessee et Houston. Donc si on arrive à savoir, si on a la petite boule de cristal et qu'on arrive à savoir si Jamichael Hasty va être le mec qui va starter ces 3 matchs-là, c'est peu probable. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parlait au début de saison pour Trey Lance, en se disant Si si tu peux jamais Trey l'avoir même Lance pour devient titulaire. un seul match en playoff, tu le prends. Ouais. C'est un bon running back. Exactement. Pour le coup, le schéma de jeu des DSF pour les running backs, c'est vraiment de l'or. Et au final, le seul mec qui peut starter, il faut que toi tu le startes, que tu es dans ton équipe, que s'il peut te ramener un 15-20, enfin un 15 points en playoff pour un mec que tu startes en flex, franchement, c'est le meilleur truc. Ouais, et justement, la question de Trey Lance, savoir, bon, ça sera peut-être lié à leur chance de se qualifier pour les playoffs, etc., mais de savoir s'il va starter avant la fin de la saison. Non, mais QB, c'est trop capé. De tous les cas, ils vont pas lui dire, OK, tu vas envoyer 60 dans ce match, alors que le running game, DSF, c'est vraiment leur ADN. Alors que Trey Lance, pareil, on parlait de Fields tout à l'heure, pour moi, tu les mets un peu dans le même. Hein. Ils n'ont rien prouvé cette année. Encore moins peut-être que Fields, parce que Trey Lance, on l'a vraiment pas vu, tu vois. Ouais. Mais Trey Lance, il semblerait qu'il y ait vraiment un souci. L'impression que. Dis pas ça à Marc, il veut pas écouter les choses comme ça. Mais je te mute, Alex. Mais bon, Shanahan, plus on l'entend en conférence de presse, plus on a l'impression que c'était pas son choix en fait. Ça, c'est vrai, jamais il avait envie de prendre, je pense, Trey Lance. Je pense qu'il avait peut-être d'autres personnes à prendre avant lui et que du coup, il s'est retrouvé ça.
comme un peu d'autres coachs qui ont un QB choisi au premier tour et qui ne savent pas comment faire, quoi. Mais je pensais que c'est eux qui prenaient pas la décision, mais en tout cas, qui s'étaient bien concertés de faire ah non, mais moi je peux, enfin, il va pas du tout avec mon offense, ils vont pas dire ok, bah on le met quand même. Je pensais que vraiment qu'il y avait. Non, mais c'est une vraie question. En plus, on parle pas d'un coach qui vient de Je pense que commencer ça en première dépend, année. ça dépend un peu du Parce que fonctionnement de chaque il club. fait partie quand même des très gros coachs offensifs de la NFL. Et donc, je me dis, enfin, s'il n'est pas concerté, moi, j'ai toujours été un peu sceptique sur Shanahan. J'ai quelquefois trouvé qu'il était surcoté en tant que coach. Donc, et là, malheureusement, bon, il n'a pas les outils à l'heure actuelle parce que Garoppolo, dès qu'il est un peu acculé, il n'y a plus personne. Kittle fait un match avec un score incroyable en fantasy. Tant mieux pour les propriétaires de Kittle, mais sinon, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je te rejoins sur. Il est trop surcoté, mais en fait, ils l'ont mis à un niveau de génie où moi, je ne le mets pas à ce niveau-là. Génie offensif, quand Atlanta tout roulait bien. Sauf que là, je trouve que ça fait limite plusieurs années où il a juste pas les outils, tu vois, comme tu le dis. Donc, moi, je serais un peu plus nuancé. Je pense qu'il fait quand même partie des très bons coachs offensifs. Moi, tu le mets à Pittsburgh, je suis content. Mais ouais. En fait, ils ont trop fait une histoire quand il était à Atlanta. C'est ça. Et c'est dommage. Marc, si tu peux y aller. Marc, Oui. Un mot sur Seattle. On a vu Adrian Peterson qui a signé pendant la semaine et qui a marqué son touchdown. Ouais, il a fait un TD, un fumble. Un TD, un fumble. Mais non, à part ça, il y avait pas énormément à dire, à part le fait que on voit toujours pas DK Metcalf vraiment bien joué, quoi. Là, il y a 5 sur 8 au catch, 60 yards, pas de touchdown. C'est Lockett et même Dwayne Eskridge qui ont eu les touchdowns. Ouais, enfin. Ouais, Eskridge qui a été longtemps blessé en début de saison, hein, qui arrive enfin et qui fait son premier bon match. Donc, ouais, à voir pour la fin de saison comment ça va se passer. Mais ouais, je trouve que cette équipe de Seattle, ça fait partie de ces équipes qui sont difficiles à prédire d'une semaine à l'autre. C'est toujours un mec différent qui performe. Là, cette fois-ci, c'est Travis Homer. On sait qu'Alex Collins est absent, mais sur 30% des snaps, le mec, il fait 80 yards et un touchdown. Donc j'imagine que c'était sur un big play. J'avoue que j'ai pas vu les résumés de ce match. Mais t'as dit Carey pour Rashad Penny qui arrive de nouveau. Le mec, t'as l'impression qu'il est encore là. C'est contraint et forcé. Le coach le fait jouer. Peterson qui en a 11 alors qu'il venait d'arriver. Et donc ouais, c'est toujours un peu le bazar. Il y avait Gérald Everett qui avait fait 2-3 bons matchs, mais là tout d'un coup il a fait 2 fumbles et un score négatif. Donc ouais, Everett, c'est dur cette année. Ouais, difficile à prédire cette équipe de Seattle. Quel visage ils auront du coup, ouais, le running game, il faut évidemment pas du tout l'éventualiser en termes de fantasy. La problématique du match contre San Francisco, c'est surtout les équipes spéciales. Donc San Francisco, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une multitude de fumbles et de recover en première mi-temps. À la rigueur, la seule chose, je me dis, en termes de fantasy, hormis l'affaire Metcalf, c'est peut-être pour ceux qui cherchent un tight end, Will Disley par rapport à Gerald Everett. Everett, à mon avis, direct à la cave. Donc, si vous voulez streamer un tight end, et je suis sûr qu'il doit être sur le waiver, pour prendre Will Disley en red zone, ça peut être utile. La Washington Football Team contre Las Vegas. Purge. Un match bien pourri, ouais, c'est ce que j'allais dire. Un match bien pourri, 2 grosses blessures, une pour Logan Thomas qui est probablement out pour la saison, même si apparemment ses ligaments croisés sont encore intacts, et une pour Kenyan Drake. Mais ouais, perso, pas grand chose à dire de ce match, à part le fait qu'on avait déjà parlé la semaine dernière, mais Gibson a l'air de bien revenir en forme, et je crois que il est RB11 du coup sur l'ensemble de la saison maintenant, donc finalement, malgré les hauts et les bas, et pas mal de bas en début de saison, jusqu'à maintenant, il retourne à peu près sa position de draft actuellement, et il frappe sûrement mieux, puisque c'est un des mecs qui est encore healthy en arrivant en playoff.
Mais ouais, non, à part ça, bah, eux pour le coup, le schedule de Washington, je crois que c'est le plus rigolo pour finir. Ils ont Dallas-Philly, Dallas-Philly, ou Philly-Dallas, Mm. Philly-Dallas, je sais C'est plus ça, dans c'est quel ça, ordre. Mais c'est ça, Philly-Dallas, c'est ça. Philly-Dallas. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, c'est de la NFC East à fond. Donc Des belles prenez ça en défenses. compte si vous le voulez. Ouais, des défenses intéressantes. Côté Las Vegas, ben ouais, ils sont. Ouais, Eux, c'est un peu Renfro, pareil. hein. Tu sais jamais trop. Ouais, Renfro qui fait son match, Renfro toujours, ouais, 100 lui il le yards. fait, lui. Foster Moreau qui, quand il avait remplacé Waller Derrière. la première fois, avait super bien joué. Là, cette fois-ci, il a été C'est targeté ça. que 3 fois. Mm. Donc à suivre un peu la blessure de Waller. J'ai vu Waller se faire dropper dans 2 ligues, dont celle où je suis avec Alex. Waller a été droppé dans cette ligue-là. Il a été droppé aussi dans mon Challenge France. Il J'ai a dans les récupéré 2 Waller. cas Hein. été. Hein? Je l'ai récupéré, hein, Waller. C'est toi qui l'as récupéré. Ouais. J'allais dire, dans les 2 cas, il a été récupéré à grands frais. Ouais. Vous êtes inquiet sur Darren Waller pour la fin de la saison? J'étais surpris qu'il soit droppé parce qu'on parle depuis le début de ce podcast de la position de Titan qui est vraiment pauvre. Même s'il ne fait pas une très bonne saison, il est quand même Titan 2 ou 3 sur l'ensemble de la saison. Ce qui prouve justement la pauvreté du poste. Et j'étais surpris de le voir se faire dropper comme ça de manière aussi rapide pour une blessure qui n'avait pas l'air particulièrement importante. Qu'est-ce que vous pensez de Waller? Alex, bah, du coup, tu l'as récupéré. Moi Ouais. dans l'autre, dans le Challenge France, c'est moi qui l'ai récupéré aussi. Donc, moi perso, j'étais surpris de le voir se faire dropper comme ça. Ouais, franchement, c'est par hasard hein, que je suis tombé dessus. J'avais même pas vu que Waller avait été droppé. Tu sais, j'analyse souvent dans mes recherches, je donne une astuce. En cours de saison, regardez pas forcément le trend non plus. Regardez le remaining points season pour Ouais, sur voir Yahoo, il y a ça. Ouais. ceux qui ont été zappés, les IR, etc. Et Ouais. du coup, analyser dans les junk players, quoi, oubliés, regardez les infos et du coup, ça vous permet de savoir, ah tiens, mais en fait, il va revenir dans 2 semaines. Ah tiens, mais lui, il a été droppé, je ne l'ai même pas vu. Et parce que souvent, pris dans l'émulation des weeks qui s'enchaînent, bon voilà. Donc Waller, je l'ai récupéré pour moi parce que c'est les playoffs. Les playoffs à venir. Parce que j'ai la chance de pouvoir jouer les playoffs dans la ligue, dans cette ligue-là, où j'ai récupéré Waller. Je sais que je vais aller en playoff. Donc, du coup, je me stache Waller pour voir s'il va jouer déjà cette semaine. Et puis après, s'il reprend un peu du poil de bête pour attaquer ça en playoff et me dire que bah, j'ai un tight end / WR2, voire WR1 à la rigueur. Ouais. Non, c'est Donc, clair. c'est juste ça. C'est un bel ajout et c'était intéressant de le voir se faire dropper dans 2 ligues justement. Je pense une combinaison de frustration pour sa saison qui est perçue comme étant mauvaise parce qu'il a jamais eu à part le tout premier match, il a jamais eu une énorme perf qui fait gagner une semaine. Et du coup, on se dit bah il fait une super mauvaise saison. Mais là, je suis en train de regarder les leaders au poste de Titan sur la saison. Et Darren Waller est il est plus bas que je pensais. Il est numéro 9. Mais il est numéro 9 juste parce qu'il a raté le dernier match. Sinon, il était dans le top 4. Donc, il fait pas une bonne saison. Il fait pas la saison qu'on attendait de lui quand on le draftait au 3e, 4e round. Mais je pense que c'est quelqu'un. Si jamais dans vos ligues vous voyez qu'il a été droppé, je pense qu'il faut effectivement l'avoir dans le roster. Il faudrait regarder. Pardon. Vas-y. Non, vas-y, Apti. Vas-y. Je me disais qu'il fallait peut-être, parce que j'ai l'impression que tous les TN cette année ont été nuls. Kelsey est premier, mais moi je ne les vois pas faire des gros scores Ouais. comme l'année dernière. Il faudrait vraiment comparer fin d'année les scores qui ont été faits par les TN contre l'année dernière. En gros, 2021 contre 2020. Ouais, bah écoute, là je peux regarder rapidement déjà leur moyenne Bah, par regarde, match. et comme ça, Alex, il dit ce qu'il voulait dire. Non, mais en fait, c'est le problème des Raiders, en fait. Les scores de Waller est à l'image de l'attaque, en fait, des Raiders. On a vu, en fait, Cendrillon, voilà, elle s'est habillée en princesse au début. On pensait que l'attaque des Raiders allait cartonner. Derek Carr, d'ailleurs, bon, est toujours quand même dans les leaders en termes de yards à la passe. Mais l'efficacité de l'attaque, elle est moins en moins là. Ils ont moins en moins de solutions parce qu'en même temps, la défense est de moins en moins bonne. Enfin, il y a un problème d'équilibre et qui fait que là, ça s'essouffle. Et comme ça s'essouffle,
on en est au point de se dire, en termes fantasy, est-ce que je prends Jalen Richards, backup en running back de Joe Jacobs? Ouais. Bon, c'est pour dire à quel point là les Raiders, ils ont une année trop compliquée sur et en dehors du terrain qui fait que là, ça y est, c'est compliqué vraiment. Et pour répondre à ta question, Aptine, sur les tight ends, ce que j'observe, c'est qu'il y a eu pour Kelsey, Waller, les mecs qui étaient au top, qui se séparaient du reste, ils sont revenus à un score par match beaucoup plus normal. Donc par exemple, Kelsey, il était à 16 points par match, il est à 12,8 cette année. Waller, il était à 13, il est à 10. Donc du coup, les 2-3 meilleurs sont redescendus. Et par contre, il y a 3-4 joueurs qui, avant, tu avais les 3 meilleurs, après tu avais 2 mecs à peu près convenables, et puis après, il n'y a littéralement plus personne. Là, cette année, tu as quand même des Titans qui tiennent la route. Tu as Hawkinson, tu as Dalton Schultz, tu as Dallas Goedert qui fait une bonne saison, tu as Kyle Pitts, dont on parlait tout à l'heure, Mike Gesicki, Zach Ertz qui a fait des bons matchs, Dawson Knox. Donc en fait, c'est plus le bas qui est revenu à un niveau à peu près acceptable, même si c'est pas fou. Il y a maintenant eu 9-10, voire 11 joueurs qui sont à peu près startables. Et dans le même cas, tu n'as pas l'avantage que tu avais avant où si tu avais Kelsey, tu savais que tu commençais avec 4 points d'avance sur ton adversaire. Donc du coup, je pense que il y a eu un resserrage un peu des performances. Et pour la petite histoire, le tight end qui est le meilleur cette saison en points par match joué, c'est Rob Gronkowski avec 13,7. Ouais. Qui bénéficie Incroyable. de l'absence d'Antonio Brown. Ouais, de exactement. l'attaque, ouais. Alors, on passe au segment préféré d'Aptine chaque semaine, le match des Steelers. Cette fois, tu vas avoir le sourire parce que Pittsburgh a battu Baltimore 20-19. Et Big Ben a fait un bon match. Il a été. Big Ben a fait un bon match, ouais. Il a fait un super match. En gros, il faut qu'il annonce toutes les semaines qu'il prend sa retraite. Comme ça, il fait un beau match. Non, mais c'est clair que c'est sa dernière saison. Ouais. Et moi, je l'ai trouvé vraiment bon pour le coup. Je trouve que là, c'était vraiment, même au niveau du bras, des décisions. En fait, tu vois en fait que c'est là où tu vois la différence entre tous les nouveaux QB et les anciens QB. Il a vraiment une connaissance du jeu folle. Il reconnaît vite les défenses. Il réajuste. Il n'a pas essayé de courir pour s'afficher, pour devenir un mème sur une semaine. Je trouve qu'il a vraiment été bon sur tout ce qu'il a montré. Et j'ai plus trouvé Baltimore mauvais dans les choix offensifs qu'ils ont eus que Pittsburgh fort. Big Ben qui aurait pu avoir un score encore meilleur si Deontay Johnson n'avait pas eu un drop sur une super passe. Il met 2 TD derrière, mais bon, touchdown. Non, c'est ça. Mais Johnson fait un super match. Mais il aurait pu avoir, lui, un 3e touchdown et Big Ben un score encore meilleur s'il ne l'avait pas relâché. Mais donc, ouais, non, c'est cette paire qui tient vraiment la route. Et du coup, Big Ben qui a été probablement droppé dans pas mal d'endroits en super flex. Calendrier intéressant aussi pour. J'ai l'impression que Tennessee joue contre tout le monde. À chaque fois que je dis calendrier intéressant, il y a Tennessee dans l'histoire. Ils ont les Vikings, bon, toi tu dis c'est une bonne défense. Tennessee, Kansas City qui s'est un petit peu amélioré, mais on connaissait leurs problèmes en début de saison. Et Cleveland, week 17. Ça me paraît. Les Vikings, c'est une bonne défense quand ils jouent des rivaux de division. Sinon, ça va. Ouais, donc du coup, là, c'est une bonne. Donc du coup, c'est 3 bons match-up là. Donc peut-être Big Ben, juste avant sa retraite, le joueur qui peut vous aider dans votre super flex. Si vous êtes en galère de deuxième je pense QB. qu'il peut faire, ouais. Et encore pour peut-être, si c'était pas encore assez clair, que Deontay Johnson est largement meilleur que Claypool. Oui. En tout cas, dans le jeu de Pittsburgh, Pittsburgh nous joue mieux qu'à la passe quand ils ont un receveur numéro 1 qu'à le jeu d'Antonio Brown. Je continue à ramener ça à Antonio Brown parce que c'est depuis qu'il est parti qu'on est vraiment tombé en galère. Et Claypool, il peut faire ce qu'il fait, il peut faire la saison qu'il a eu la dernière fois, sauf que c'était vraiment un peu de la poudre aux yeux, c'était que des TD qu'il mettait, mais sur pas beaucoup de réceptions. Le fameux match à 3 TD qui a fait Claypool ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il faut redescendre un peu et il faut. C'est pour ça, moi, dans toutes les ligues où je pouvais, où j'avais le choix, je prenais Jonathan Johnson largement devant un Claypool. Et encore aujourd'hui, c'était quoi? Enfin, match dernier, Claypool 50 yards, Jonathan Johnson 100 avec 2 TD. Ouais. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines un peu pareil. Ça aurait pu être 150 avec 3. Très facilement. 2 matchs encore. Denver-KC en Sunday Night Football. Côté Kansas City, de nouveau, Patrick Mahomes, des mauvais jours.
15 sur 29 à la passe, 184 yards, une interception à TD. 2 interceptions. Ouais. 2 non, pardon, c'est Bridgewater. Ok, pardon. Ouais, 2 pour Bridgewater, 1 pour Mahomes. Le touchdown est venu de la défense, du coup, des Chiefs, mais aucun receveur. On parlait de Kelce en antenne avant. Kelce fait pas son match. Tyreek Hill, 2 sur 5 au catch, 22 yards, pas de touchdown. Edward Seller qui domine Darrell Williams en carry, mais pas en production. Donc ouais, cette équipe des Chiefs, c'est encore une fois difficile. Avant, c'était quasiment automatique. Tu faisais jouer Hill, Mahomes, Kelce, t'étais tranquille. Là, t'es pas à l'abri d'un match complètement sans comme ça. Et Denver qui enfin a titularisé. Enfin, Melvin Gordon ne pouvait pas jouer, donc on a vu Javonte Williams pendant tout un match. Il a bien joué, mais il a eu son touchdown en garbage time, donc vous enflammez pas trop non plus sur ses 25 points fantasy. Mais si je dis pas de bêtises, Denver joue contre Détroit cette semaine. Donc ça peut être Javonte Williams, il sera pas sur les waivers pour le coup, mais ça peut être un bon start cette semaine contre Detroit. Le match dégueulasse que ça va être, un Denver-Détroit là. Peut-être même on peut starter Jerry Jeudy, non contre Detroit, je sais pas. Non, mais là, de toute façon, Jeudy, il faut le starter à l'heure actuelle. Hein. Il est entre flex et WR2 à la rigueur en termes de prod. Donc Jeudy, et c'est pour ça qu'il faut dropper Sutton, il faut dropper Tim Patrick. C'est fini, surtout que Teddy Bridgewater, dès qu'il a un peu de blitz, il est perdu. Il est en panique. Ah oui, il est en panique totale. Mais qu'est-ce qui se passe à Kansas là, vraiment? Eh ben écoute, je sais pas, pour le coup, ils ont gagné 5 matchs d'affilée, je crois. Mais t'imagines juste que là, si l'offense elle redevient bonne, c'est ce qui manque. Arrivé au playoff avec la défense qu'il a fait le boulot, en fait, ils vont redevenir favoris directs, quoi. Parce que moi, ça fait, je crois, ça fait 5-6 semaines d'affilée qu'ils gagnent, mais qui sont horribles à regarder jouer. Enfin, peut-être il y a un match où ils ont été. Peut-être c'était contre Las Vegas, mais rappelle-toi, contre les Raiders, j'avais dit, c'est les Raiders qui ont refusé de regarder ce qui se passait et de jouer la cover 2. Et je sais pas si les autres ont joué cover 2 ou pas, mais en tout cas, c'est le seul bon match de Patrick Mahomes depuis week 6. Genre, tu seras au courant de ses scores, mais dans les ligues standards, c'est 6 points, 15 points, 12 points, 46 contre les Raiders, 6 points contre Dallas et encore 12,5 contre Denver. Et eux, pour le coup, ils n'ont pas des défenses faciles. Ils ont Las Vegas cette semaine, donc on va voir si Las Vegas a retenu la leçon ou pas. Mais derrière, il y a les Chargers, Pittsburgh et Cincinnati. C'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus open, quoi. Non, ça va être compliqué pour eux de terminer la saison. Heureusement qu'ils ont un bon front seven en termes de défense, donc du coup c'est ça qui les maintient à flot, mais le reste, parce qu'en fait il faut qu'ils rejouent simple. Mahomes, il faut qu'il rejoue simple. Ce que disait Kurt Warner, il faut qu'il soit patient. Il faut revenir back to basic et voilà, pour attaquer comme il faisait avec Kelce, dans les tracés courts, Tyreek Hill sur les côtés des lignes. Enfin, c'est revenir en fait sur le cahier de jeu de base, quoi. Ouais, mais ils n'ont pas les joueurs qu'ils avaient pendant toutes les mêmes années. Enfin, la ligne offensive, c'est vraiment que des profils tellement différents de ce qu'ils avaient que je me dis, enfin, il leur faut combien de temps pour s'habituer ou pour trouver les bons jeux, quoi. Parce que là, c'est clairement pas le cas. Et une énigme, je n'arrive pas à m'expliquer, c'est Mecole Hardman. Quand est-ce qu'on va arrêter d'utiliser uniquement Tyreek Hill et Travis Kelce? Quand est-ce qu'il va ouvrir son cahier de jeu un peu plus Andy Reid sur d'autres receveurs? Parce que bon, Pringle, Robinson, Hardman, ça c'est la rotation pour WR2, quoi. Et il n'y en a pas un de plus que l'autre, quoi. On est en termes de fantasy, on a 1,5, 2 points maximum. C'est dingue. Mais Mecole Hardman, il joue quasiment plus maintenant. Mais il est sur le terrain 20% des snaps dans les 2 derniers matchs. Il a fait quoi? Il a reçu une réception au troisième quart-temps pour 12 yards, un truc comme ça. Mais vous savez, c'est quoi le pire en fait là-dedans? C'est que c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'on ne leur donne pas la balle et quand ils la reçoivent, ils sont un peu étonnés et ça ne catche pas. Donc après, on dit, voilà pourquoi tu n'as pas la balle. Et tous les personnes qui vont regarder le match vont dire, voilà pourquoi tu n'as pas la balle.
on repasse sur Kelsey, Tyreek, et après, et en fait, les mecs, ils n'ont pas le temps de se chauffer, mais c'est que de la confiance à un receveur. Il y a Et sauf toujours que si tu Josh donnes Gordon. pas Hein. le ballon, Il y a toujours Josh Gordon dans la rotation. on l'a Mais oublié, pareil, lui, à un moment, tu lui donnes, il va faire un drop parce que ça fait, Il s'en va. il a couru 50 routes dans le vent. Après, tu lui donnes un moment un peu, tu sais, un peu à l'aveugle, il n'est pas étonné, il se fait sortir direct, tu vois. C'est ça. Et Ouais. franchement, c'est vraiment pour... T'enlèves Tyreek Hill, Kelsey, c'est ingrat de chez ingrat les rôles que les mecs qui sont dans l'offense. C'est clair. Ok, dernier match de la semaine, c'était Patriots Buffalo. On a touché rapidement un mot là-dessus tout à l'heure dans une météo horrible. Match très très drôle au niveau statistique parce que les Pats ont gagné en faisant 3 passes en 2020, en 2021. Donc ça c'est dingue. 2 sur 3 à la passe pour Mac Jones qui aurait probablement dû être 1 sur 3 s'il n'y avait pas eu un catch monumental de Jonnu Smith sur une des 2 passes. Mais Harris qui met un touchdown. Il fait le mignon. Il est allé la chercher haut. Harris qui met un touchdown, mais qui se blesse. Stevenson, 24 carries, 78 yards. Probablement un bon RB1 si jamais Harris ne peut pas jouer. Et côté Bills, Matt Breida qui faisait deux bons matchs fait un fumble dès le départ et se fait bencher. Donc du coup, on a eu un peu de Zach Moss de nouveau, un peu de Singletary. Mais ouais, globalement, encore une fois, les Bills, tu vois, cette année, il y a tellement d'équipes comme ça qui étaient quasi automatiques l'année dernière. Tu disais, ok, Josh Allen, je peux le starter n'importe quand. Stephon Diggs, je peux le starter n'importe quand, etc. Là, cette année, tu peux te prendre des claques en startant Josh Allen aveuglément comme ça à chaque match. Qu'est-ce qu'ils ont comme schedule pour finir? Ils ont Tampa Bay cette semaine. Donc ça, c'est pas génial. Et ensuite Carolina et de nouveau les Pats week 16 avant de finir contre Atlanta si vous l'avez en finale. Donc ça c'est mieux. Mais les Bills, je suis pas super serein sur les joueurs offensifs des Bills en fantasy pour les 3 matchs à venir. C'est clair, on n'a pas grand chose à dire. Voilà, pas utiliser surtout pas les running backs, ça c'est évident. Dawson Knox, serait presque la seule valeur sûre, tellement en termes de. Parce que même Diggs, c'est pas la peine d'y penser dernièrement. Il n'a pas une production idéale parce que Josh Allen n'a pas une top production à ce niveau-là. Donc c'est pour finir, c'est ça, c'est Dawson Knox. Et à la rigueur en fantasy, ce qui est intéressant avec les Bills, c'est contre les Bills. Parce que quand on regarde les statistiques en termes de course, contre eux, si vous avez un monstre en termes de running back ou un bon running back numéro 1 et que vous jouez contre les Bills, il ne faut pas avoir peur de starter, contrairement au résultat de la défense des Bills en termes de fantasy. Parce que Derrick Henry, je crois qu'il fait 140 yards tout seul. Jonathan Taylor, il fait plus de 150 yards contre les Bills. Et alors, je vais les appeler, c'est pas le trademark, c'est Kyle Brandt de Good Morning Football qui l'a inventé. Damondre Harrison, pour Ramondre Stevenson et Damian Harris. Donc, c'est Damondre Harrison, pour dire les deux, le serpent à 2 têtes. À eux deux, 39 courses et 150 yards aussi. Ils les ont démontés. Donc, en fait, il ne faut même plus avoir peur en termes de défense sur le jeu de course. Alors, je dis du coup, on start Fournette cette semaine. En plus, comme Fournette, il est chaud comme la braise. Là, ça va être un carnage. Ouais. En gros, c'est les running backs pas forts et d'équipes pas fortes que tu ne dois pas faire jouer contre les Bills parce que s'ils prennent le large, c'est fini et ton running back ne sert à rien. Ouais, un game script, c'est fini. Ok les gars, on a fait le tour. Il y avait quelques bye week, mais on avait parlé des joueurs la semaine dernière. Côté Panthers, on rappelle évidemment que McCaffrey n'est plus là. Je pense que tout le monde le sait maintenant. On va parler rapidement. Comment tu dis, c'est horrible. L'horizon funèbre. Aaron Jones, il joue? Il est parti pour jouer ou pas? Ouais, je pense qu'il avait joué avant la bye week, pas très bien, mais il n'y a pas eu de. J'ai pas entendu. Je pensais que c'était AJ qui avait starté, que justement Aaron Jones n'avait pas du tout joué. Si, il avait joué un petit peu. Il y a eu un match où il n'a pas joué. Ensuite, il est revenu la semaine d'après, il a joué un petit peu. Ok. Et donc, normalement, avec la semaine de repos, il n'y aura pas de souci. DeAndre Swift, il est doubtful, mais les dernières nouvelles, c'est qu'il va mieux et il pourrait peut-être jouer. Peut-être qu'il est dégoûté d'avoir raté le seul match que les Lions ont gagné.
Et normalement, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, on devrait avoir le retour de Camara, mais pas celui de Dalvin Cook, pas cette semaine encore. Peut-être 15, peut-être week 15. Pour les blessures principales, mais on va parler un petit peu de League Fantasy Ballers. Donc moi je suis complètement éliminé de ma division. Aptine, toi tu es en balotage, tu as un bon score total, mais t'es pas dans le top 6, donc du coup faut que tu La espères semaine que prochaine, juste dans. La semaine ouais, prochaine, c'est bon. faut que tu espères que tous les mecs qui ont un bon score finissent dans le top 5, comme ça tu as la 6e place qualificative et tu vas pouvoir faire parler à poule en playoff. Toi Alex, tu te débrouilles bien. L'année dernière déjà, tu avais fait quoi t'es dans le top 2, je me rappelle pas si tu avais été en finale ou pas. Mais tu avais une bonne équipe, je me souviens. Et là, cette année, t'es plus dans le top 16 que j'ai fait. J'ai updaté le classement cette semaine, mais en termes de victoire-défaite, il me semble que tu es en tête de ta division, c'est ça? Je suis à 9-2, Ouais, je crois. là, c'est Ouais, c'est ça, un truc. Non, pas 9-2, si. Attends. 9 et 3. 9-3, pardon. 9-3, ouais, j'ai raté de peu la victoire. J'étais un peu vénère d'ailleurs. Parce que, tu sais pourquoi? C'est très simple, hein. J'avais Mac Jones en flex quarterback, hein, moi. Ouf. Ah, Donc, dur. je voyais la victoire bien se dessiner contre, en plus, je crois, contre c'est quoi, Styflex, enfin quelqu'un de San Francisco, quoi. Il a le logo San Francisco. Euh, et quand j'ai vu le match, parce que je me suis levé pour voir ce match-là en plus, parce que pour moi Non, c'était la grosse affiche. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour moi, oui, il y a un Bills Patriots, c'était la grosse affiche quand même. Ouais, c'est Et clair. quand j'ai vu le temps qu'il faisait, je me suis dit bon. Et Mac Jones, voilà, en flex, catastrophe. Donc ouais, voilà. Sûr. Ah ouais. ouais, moche. Mais bon, donc toi, tu as déjà acquis ta qualification, C'est ça. Ouais. probablement la bye week aussi, donc du coup, et tu as un score convenable. Donc ce qui va être intéressant, on rappelle, c'est que pour tous ceux qui arrivent en finale, on va faire, évidemment, il faut gagner, vous pouvez jouer votre division de manière classique, mais ensuite, dans toutes les divisions, donc il y en a 8, on va faire un vainqueur unique et on prendra la moyenne de points marqués pendant la saison régulière, plus le score qu'ils font en finale. Donc ceux qui ont marqué beaucoup de points pendant la saison régulière peuvent avoir un petit avantage pour essayer de gagner ce titre unique. Elle est forte votre ligue points, ou pas? Alex, la tienne, ouais. Bah, vous avez quelques mecs qu'on connaît. Il y a 2 gars qui sont dans notre dynastie. Il y a Corentin de Café Crème Sport et Hill Valley qui est dans notre division. ouais. Ah oui. Euh, Celui que j'ai ouais, giflé cette semaine. bah, je pense Très que c'est à peu actif, près il va aller d'ailleurs. Très comme actif. toutes les ligues. Il y a des équipes Ouais, fortes très et puis actif. il y en a 2-3 qui lâchent un petit peu. Mais globalement, ouais, la plupart des divisions que j'ai regardées sont toutes. Il y a pas mal de niveaux. Ouais. Je pense que pour les playoffs, en tout cas, il y aura pas mal de gars qui sont chauds. Ouais. Top. Et Moi, j'ai une question maintenant, si tu as fini. ouais, j'ai fini. Après, je voudrais juste qu'Alex nous parle mais il peut faire après ta question, d'une ligue qui a 10 ans, qui l'organise depuis une dizaine d'années avec. Bah, il peut commencer. Moi, c'était juste Alex, pourquoi Packers? Donc maintenant, si tu veux faire Ah oui, répondre vas-y, aux deux, là, commence par ça. c'est ton moment. C'est Alors, parti. Alex, pourquoi Packers et parle-nous de ta ligue fantasy qui dure depuis 10 ans. Alors, Packers, c'est très simple, hein, c'est le transfert de Brett Favre des Falcons aux Packers. Voilà. À l'époque, il y avait un magazine, il y avait des magazines de sport américains. Moi, je suivais, bon, je suis abonné à Canal+ depuis le début, hein, 1984, hein, quasiment. Et donc, on avait le football américain, mais uniquement pour les Super Bowls à l'époque. Et donc, après est arrivé le sport américain au fur et à mesure. Et sur les antennes de Canal+, avec la NBA, etc., il y avait des magazines un peu génériques, où il y avait beaucoup de basketball, la NBA, et un peu de la NFL dans les magazines. Et en plus, les nouvelles, elles étaient en décalage total par rapport aux Ouais. États-Unis. Hein. On lisait le magazine de mars, et en fait, on avait toutes les infos de février, quoi. Mais bon, J'ai connu très longtemps ça. pour faire la fantasy, c'était pas la peine. Et du coup, j'ai vu un article justement sur le trade de Brett Favre des Falcons aux Packers. Et en fait, je suis allé regarder du coup ce que je pouvais trouver à l'époque en termes d'infos sur Brett Favre. Et ce côté un peu
costaud, redneck, aboyeur et tout, me plaisait. Et je me suis renseigné après sur la franchise des Packers, où bon, je savais déjà que le trophée Lombardi, ça s'appelait comme ça parce que à cause de l'histoire des Packers, de Vince. Et du coup, bon, voilà, j'ai totalement adhéré. En fait, je me suis dit, voilà, c'est ça. En plus, bon, il y a un gros G comme la première lettre de mon nom de famille dans l'emblème. Ça parle de cheeseheads, je suis franco-suisse. Donc, bon, le fromage, entre le français et les Suisses, bon, on s'y connaît. Donc, si tu veux, il y a plein de. C'était une évidence. Voilà. C'est juste habillé en vert et jaune où c'est un peu plus compliqué. Bon, quelquefois, Ouais, c'est clair. c'est moins glamour qu'à la rigueur à Pittsburgh Steelers. C'est vrai que les couleurs, Moi, bon, j'ai sont le pas même problème jaune, avec le bleu électrique des bleu Giants électrique. qui est compliqué à porter. Ouais. Ça se marie plus le bleu, on va dire, que le vert. Bref, hormis les considérations fashion. Donc voilà déjà au niveau des Packers. Et puis bon, après, en plus, la communauté des Packers, c'est quand même une énorme communauté. Donc c'est hyper agréable. C'est une communauté qui voyage énormément, qui discute énormément entre eux. Et la preuve, d'ailleurs, dans notre ligue Yahoo, je vais en parler là juste après, notre ligue Yahoo, on est 3, 4. Sur 14, on est 4 à être supporters des Packers. Et par pur hasard. C'est pas, tiens, on est fan des Packers. Ouais, c'est on va pas faire partie d'une ligue de fans des Non, Packers. Ouais. non. Il y a des gens qui aiment des drôles d'équipes, hein, notre ligue. Hein. Ils sont fans des Eagles. Ah, mais bon, à part ça, non, on est 4 fans des Packers et bon, beaucoup de fans autour de moi en termes de franchise sur les Packers. Donc voilà comment c'est venu l'histoire. Et puis après l'histoire de la fantasy, c'est très simple. Hein. On est toujours lié en fait à l'histoire du foot américain en France en termes de com. Le gros site de football américain, c'est TD Actu. Et TD Actu faisait des ligues fantasy à l'époque. Tu pouvais accéder, tu donnais Via le forum. Ouais, il y a le forum, exactement. Ouais. Tu postulais et puis tu te retrouvais dans une des ligues. Et donc, nous, à l'époque, on était la TD Actu numéro 5. Ça s'appelait d'ailleurs pas TD Actu, c'était NFL Actu à l'époque, d'ailleurs. Ouais. NFL Actu 5. Et c'est comme ça que je suis rentré, après avoir fait aussi un peu de fantasy à côté, vraiment dans du suivi fantasy et donc par Yahoo. Et après, c'est devenu TD Actu 5. Moi, je bataille à essayer de comprendre certains trucs parce que il n'y avait pas autant d'informations, pas autant d'explications, pas autant de sites. Il n'y avait pas Fantasy à Ballers. l'époque, voilà, Il n'y avait pas Fantasy Ballers. Et voilà. C'était compliqué à l'époque. Il n'y avait pas la version française de Good Football Show hein, de NBC, hein, les équivalents de John Daigle et Pete Doherty. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué au début. Est venu me rejoindre dans l'histoire, parce que cette ligue, c'est une affaire familiale hein, aussi. Est venu me rejoindre dans l'histoire mon frère aîné. Et puis, du coup, au bout d'un moment, on a vu que bon, ça marchait pas, et puis ça s'est arrêté d'ailleurs, je crois, TD Actu. Bon, on s'est retrouvé avec cette ligue Yahoo un peu laissée à l'abandon. Et du coup, on a essayé de récupérer des joueurs avec qui on avait joué dans la ligue pour dire, écoutez, nous, on va faire la ligue, on la garde, il y a la ligue Yahoo, mais on va la prendre nous. On va être commish et on va la faire vivre nous. Et on a démarré donc par une ligue à l'époque et on avait les premiers et certains qui sont encore là avec nous à l'heure actuelle, les anciens. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on avait appelé au début de notre ligue les anciens TD Actu. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, bon, bah, on a fait vivre. Alors, on était, je crois, 10 hein, seulement dans la ligue. Et puis après, on est passé à 12. Mais il y a des allées-venues. Il y a aussi, entre-temps, bah, comme c'est une affaire familiale, il y a le 3e frère qui est arrivé dans l'histoire. Donc, on est 3 frères, donc tous mordus de NFL. Le dernier, d'ailleurs, très actif aussi en termes de réseaux sociaux, parce que lui, c'est un fan des Panthers. Donc, il est avec Panthers FR énormément, comme moi, je suis avec Packers FR.
Et puis, donc, on a développé. Et puis après, vous connaissez, hein, la gestion des ligues. Hein, il y a des allées, des venues. Ouais. Il y a des gens, il y a des tricheurs. Il y a des gens qui ont créé des doubles profils. Non, je te crois pas. Ouais, Mais ça, ouais. tu sais que c'est ma peur. Je suis Ah, ok, persuadé que ouais. dans nos ligues FB, je suis persuadé qu'il y en a qui ont 2 profils et Ouais, qui me le ouais. disent pas. Alors, si tu communiques un peu avec eux, nous, en fait, avec mon frère, parce que je crois qu'il n'y avait pas encore mon dernier, avec le frère aîné, je sais plus. Et puis les autres, on me disait, c'est chelou. Il parle pas, ou on voit jamais son pote, ou il discute. Bon, Ouais, bref. ouais, ils sont jamais, Et on les a jamais ouais, vus tous les deux ensemble. Ouais, c'est ça. Marc, il y avait un Mendy 1, Mendy 2, Mendy 3. ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est comme Pierre Richard dans le film des jumeaux, quoi. Tu vois un, mais en fait, c'est le même. Enfin, bref. Donc, non, c'est terrible. En fait, on l'a senti. Et puis on l'a grillé, je crois, sur la conversation, sur le fil de conversation. On l'a grillé, on a dit, bah, écoute, en fait, on s'est quitté, on était un gros tricheur, etc. Et le mec, on l'a plus entendu parler. C'est Et il drôle. a laissé abandon ses équipes. Et donc voilà. Et puis maintenant, on est avec les connaissances des connaissances, on a créé du coup un groupe où maintenant on est en fait 14. Et c'est du sérieux, quoi. Il y a Bah là, j'avoue vraiment un que gros suivi, quoi. j'ai été invité cette année dans cette ligue à 14, Ouais. un peu au dernier moment pour ma défense. Non, je Ah déconne. oui, oui, oui. Euh, 3 Ouais. heures avant, 24 heures avant la draft ou un truc comme ça. Et en plus, donc c'est full line-up cette ligue. Donc non seulement on est 14, mais en plus c'est full line-up avec attaque et défense. Ouais. Euh, et, et ça joue Et bien. Ouais, kicker. je crois que Et cette année, il y en a kicker. 2. Et kicker, ouais, bon, kicker, Et kicker. c'est un détail ça. Ton poste préféré. Euh, non, mais grâce au fait que tu as attaque et défense, du coup, le kicker, il a pas trop d'impact, donc ça va. C'est Non, ça va. pas, tu sais, on a genre 14 titulaires ou un truc comme ça, donc ça passe. Mais ouais, non, c'est super. Et il y a deux équipes qui sont un peu en galère cette année, mais globalement, ça joue. Et là, je regardais le classement et on est, il y a déjà 6 qui se qualifient sur 14, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus de ça, là, il y en a genre 9 qui peuvent encore se qualifier avant cette dernière journée. Euh, donc, euh, donc non, c'est vraiment cool. Et en plus, je voulais montrer, je vais voir si j'arrive à le faire sur le stream. Mais vous avez un super trophée que vous envoyez et que vous faites une soirée Super Bowl à la fin de la saison. Tout le monde se C'est retrouve ça. et vous faites la remise du trophée. Et ça, c'est beau parce que C'est ça. ça, c'est vraiment un truc. Tu vois que la fantasy crée une communauté. C'est un peu le même truc qu'on a réussi à faire avec Fantasy Ballers, où un peu comme toi, au départ, on s'était inscrit avec Aptin sur 2-3 ligues de. Nous, c'était NFL France cette année-là. On avait Ouais. trouvé 4-5 gars sur NFL France qui jouaient mieux que les autres et qui étaient motivés. Donc, je leur avais dit, bah, venez rejoindre une ligue qu'on organise. Ensuite, la première ligue Fantasy Ballers qu'on a fait, ben, finalement, on est encore tous à jouer ensemble. Il y en a d'autres on a créé une deuxième division à l'époque et qui continuent à jouer ensemble aussi. Et maintenant, ouais, c'est devenu vraiment une petite communauté sympa. Euh, attends, je vais voir si j'arrive à juste partager cet écran ici. Tac, Voilà. voilà, le trophée ancien TDA NFL Fantasy Champion. Ouais, Ça, c'est c'est beau. resté, Attends, la plaque est restée ancien TDA, ouais. Ouais. ton Exprès pour trophée, faire de il vaut l'histoire. 5 fois le trophée de Coupe de France de flag que j'ai eu. Et attends, parce que C'est pas pour une finir blague. nous, on aime faire les choses en grand parce qu'on est des dingos de sport américain et puis on est dans la deux-mesures avec les États-Unis. Donc, du coup, on veut continuer dans la deux-mesures parce on s'est créé vraiment une bonne de potes issus d'en plus de nulle part et pour beaucoup d'ailleurs ne sont pas dans la même région géographique d'ailleurs que la plupart. Et on veut faire un trophée plus grand. Alors, en blaguant, on disait on va pas aller jusqu'à la Stanley Cup, mais mais ouais, on parle de créer un trophée plus grand. Alors limite de rajouter ça au-dessus d'autre chose et avec un ferronnier et voire même peut-être de se faire une bague de champion. Ah ouais, Ouais, là, ouais, s'il y a une place l'année prochaine, moi je viens pour des trucs. Écoute, Grave. bah, de toute façon, moi je compte développer un peu, parce qu'on a on a une ligue qui est pas véritablement une deuxième division parce qu'on a quelques joueurs en commun, mais avec certains joueurs, on a créé une autre ligue
même 2 autres ligues, dont une qui est complètement déjantée. Alors, je vous donne juste vite fait le concept. C'est un de nos participants, François, fan des Eagles, qui a créé une ligue qui s'appelle la Funky League. Et en fait, la draft se fait en random. Et tu récupères ton équipe qu'avec une draft en random. Que tu n'as pas choisi. Tu n'as rien choisi. Et en plus, le scoring, il est juste stratosphérique lunaire. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir il aime pas ça, les scorings non standards. Moi, je suis un mec à l'ancienne. Non, mais là c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. Alors, on a des quarterbacks qui courent, ils peuvent faire 60 points. Voilà, Jackson il avait 60 points. Et puis, en même temps, si tu passes à côté avec ton quarterback, tu as 2. Voilà. Mais non, c'est. Donc, on a plusieurs ligues sur Yahoo et c'est assez sympa, ouais. Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. Et c'est vrai que c'est sympa de faire des trucs différents. Moi, cette année, j'en fais une où il y a genre 18 titulaires, dont 10 défenseurs et 8 offense. Donc, tu as énormément de défenseurs. J'en fais une autre où c'est au contraire, c'est que de l'offense, mais on a pareil, genre 14 titulaires. Donc, tu as genre 6 flex et un line-up super long où à la fin, tu es obligé de faire starter des mecs qu'autrement tu connaîtrais même pas, quoi, des RB3 sur une équipe. Une équipe que tu connais pas. Et puis à côté de ça, genre le Challenge France de Fantasy Fanatics, qui lui, c'est tout l'inverse, c'est 15 joueurs, un banc super petit, 10 équipes. Donc du coup, tu es au contraire sur des équipes où tu regardes le truc. J'ai genre Kyler Murray, Mixon, Zeke Elliott, Aaron Jones, Elijah Mitchell. En receveur, je suis un peu moins bon. D'ailleurs, en receveur, cette année, ça a été un peu mon problème. En règle générale, je regardais les différentes drafts que j'ai fait et c'est souvent sur les receveurs que je me suis loupé. J'ai pas mal de AJ Brown, j'ai beaucoup de Robert Woods, beaucoup de mecs qui sont passés un peu au travers. Ouais. C'est ce qui m'aura coûté cette année. Mais ouais, non, en tout cas, c'est super cool d'avoir ça et de voir qu'il y a des communautés qui se créent grâce à la fantasy. C'est en cool. s'impliquant dans les ligues fantasy, si vous vous impliquez, et avec la magie de Twitter, n'est-ce pas, Marc? Ouais. On arrive à vivre des choses très très sympas. Alors c'est sûr que c'est un hobby, ça peut être chronophage pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer. Mais moi, par exemple, là, ça m'a permis d'intégrer la ligue. On a créé une ligue avec le groupe Twitter Packers FR, où on se retrouve avec les gens du podcast, des têtes de fromage. T'en as combien des ligues du coup, Anto? Là, cette année, j'en ai 8 en tout. 8, ok. Et forcément, après, il y aura un peu plus. Ouais. Parce que c'est pas plus compliqué de s'occuper de 8 ligues que de s'occuper de 3 ligues. Non, c'est ça. Il y a un moment où ça prend pas tellement plus de temps. Parce que les informations sont les mêmes partout. Ouais. Donc, comme les informations sont les mêmes partout, globalement, c'est le réflexe et la stratégie sont les mêmes, quoi. C'est juste que par contre, il faut chercher dans le waiver, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs. Ouais, c'est juste exactement. C'est ce que je disais aux autres. Moi, je suis dans 10 cette année, mais il y a 3 dynasties où du coup, tu fais un peu moins de waiver. Mais ouais, sur les 7 redrafts, c'est juste le waiver le mardi soir qui passe. C'est un peu plus long parce que tu cherches les mêmes joueurs, mais tu cherches où ils sont dispo, où ils sont pas dispo, combien d'argent tu dois mettre, combien de trucs, qui tu drops, etc. Et c'est juste ça qui est un peu plus long parce que tu le multiplies à chaque fois par 6 ou par 7, mais c'est pas, ça prend, à part ça prend pas vraiment plus de temps. Et donc, vous qui êtes habitué à la fantasy, nous, on a souvent le débat. À travers les plateformes, c'est quelle est votre plateforme, on va dire, la plus idéale pour la fantasy? Là où vous vous sentez le mieux? Aptine, toi, je sais pas. Moi, j'ai migré autant que je pouvais sur Sleeper parce que je trouve qu'elle donne le bon mix de fantasy elle-même, si tu veux. Genre, t'as toutes les infos. C'est un peu difficile à naviguer quand t'es pas habitué, mais t'as vraiment les infos que tu veux. Une fois que tu es habitué, c'est agréable. Et surtout, tu as l'aspect social qui est déjà intégré dans l'appli.
Et donc, surtout pour les ligues publiques, ça a été vachement sympa parce que tu n'as pas besoin de créer le groupe Twitter derrière ou le groupe WhatsApp ou le machin. Et tu as tout qui est dedans. Et ça, c'est vrai que Yahoo, ESPN, NFL.com, ils sont toujours pas arrivés à ce niveau-là. Et donc, la ligue où je suis avec vous, jusqu'à ce que je sois ajouté au WhatsApp, j'avais aucune interaction avec les autres, donc ça rend les trades beaucoup plus difficiles. Tu envoies une offre de trade, mais tu connais pas les gens, tu peux pas discuter, tu peux pas facilement faire un chat. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Sleeper. Après, je pense que dès que tu arrives, il y a quand même des limitations sur Sleeper en termes de règles que tu peux choisir et des trucs comme ça. C'est pas encore, c'est une appli qui est jeune, donc ils n'ont pas encore toutes les options possibles et imaginables pour personnaliser ta ligue. Mais j'aime bien, ouais. Toi, Aptine, t'as découvert Sleeper cette année, on était sur... Ouais, j'ai découvert, c'était un peu bordélique et je sais pas, j'aimais beaucoup ce que ESPN proposait. Après, je vais pas dire que je suis anti Yahoo et peut-être NFL, je crois que c'était peut-être le pire. Mais j'aimais beaucoup ESPN. Mais j'ai vraiment, en tout cas, là, on a une ligue où Marc, il est mieux s'infiltrer chez Steelers France. Il connaît pas des Steelers, sur et il y a Yahoo, Marc ouais. sur Yahoo. Et enfin, j'ai beaucoup de mal. Mais je crois qu'NFL, c'est encore pire que Yahoo dans mes NFL, c'est souvenirs. pire J'en ai que eu Yahoo, une. ouais. Mais Yahoo, j'ai un peu de mal aussi, mais c'est juste parce que j'ai pas trop l'habitude. Ouais, c'est une question d'habitude, hein. Franchement, au final, pour moi, c'est une C'est une question question d'habitude. d'ergonomie, en effet. C'est Ouais, l'habitude, j'ai plus de mal à trouver les joueurs que je veux, voir qui est dispo, voir tous ces Mais tu trucs-là. vois, moi, c'est le problème avec Sleeper, par exemple. Ouais, Nous, on a le problème avec Sleeper. On est habitué avec Yahoo. ouais, Et Sleeper, en fait, c'est dans le comparatif de stats, par exemple. ouais. Tu vois, si on va regarder sur les 2 dernières weeks ou les 4 dernières weeks, Yahoo apporte beaucoup plus de comparatifs de stats. C'est vraiment très axé stats et tu n'as pas forcément sur Sleeper en termes de comparatifs, quoi. Le Mais pire, oui, c'est le pire, NFL. c'est NFL. Ouais. Ouais, sur ça, je pense qu'on est un peu tous d'accord. Et pourtant, moi, au début, quand j'avais mis NFL, je voyais qu'on voyait la tête des joueurs. Je crois qu'à l'époque, on voyait pas la tête des joueurs sur ESPN. Je me suis dit, oh, c'est génial. Et c'est tout. Alors, Ouais. NFL, c'est mieux sur les portables, sur les téléphones. Moi, j'utilise pas portable de toute façon. Ouais. NFL sur le site, c'est une catastrophe. Ouais, Sleeper, c'est pareil. Sleeper sur le site, c'est ingérable. Et même la draft. Non, par contre, la draft, moi, c'est mon moment préféré. Et la draft ESPN, je trouve que c'est un peu la meilleure. Pour le coup. Ouais. Non, c'est vrai qu'ESPN, c'est un bon produit, mais on est passé sur Sleeper essentiellement parce que ça proposait. On perdait très peu ailleurs et par contre, on y gagnait sur le côté social. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est cool parce que c'est finalement le plus important que de pouvoir discuter, créer ce côté-là. Et tu as déjà essayé My Fantasy League? Oui, oui, j'ai lâché, je sais plus pourquoi. Je crois que j'en ferai une peut-être, mais je crois que la personne, elle avait cuté sa ligue. Ouais, d'accord. Ouais. Le commissionnaire, il avait cuté sa ligue, il voulait plus s'en occuper, donc du coup, bon, ce qui est historiquement très fréquent. Hein, tu t'inscris même en ligue publique Yahoo de quelqu'un qui a ouvert sa ligue, on va dire, Ouais, sur Yahoo ou l'autre. il l'arrête en plein milieu. Et puis non, mais il fait une année et puis tu te dis bon bah tu lui envoies un mail au commissionnaire pour dire tu relances s'il te plaît, c'est l'heure des inscriptions. Puis le gars il répond jamais, donc du coup alors que tu avais une ligue qui était à peu près potable quoi. Ouais. Mais du coup je dis après d'une manière générale à ceux qui veulent créer une ligue, c'est long dans le sens ne le faites pas juste sur un an, faites-le sur un an. Vous allez avoir des gens qui servent à rien, des gens peut-être passionnés, mais la construction de la ligue, elle se fait pas. Voilà, c'est comme pour bâtir une équipe, quoi. Ça se fait pas du jour Ouais, au c'est clair. lendemain. Ça met du temps, pour trier, etc. Commencer petit par un petit nombre de spots d'équipe, vraiment pour le fun, justement pour avoir des gros joueurs au départ, pour le fun. Et puis affiner les gens que vous allez avoir dans votre ligue et puis après agrandissez le spot de manager si vous le souhaitez. Mais il faut y aller lentement, quoi. C'est long, mais passionnant. C'est pas pour tout le monde, ouais. Et il faut savoir résoudre les conflits aussi. Ok, bah les gars, merci beaucoup Alex. On pourrait Merci de continuer votre invitation. pendant des heures, Merci mais beaucoup. Ce il fut faut que un j'aille honneur. dîner. Bah oui, Et ouais. tu seras le bienvenu pour revenir quand tu veux. Et surtout, bah, on vous souhaite une bonne chance à tous pour Week 14, la semaine décisive en fantasy. Lâchez pas, même si vous êtes éliminé, essayez de pas lâcher, continuez à faire votre line-up pour éviter de
de fausser le jeu aussi pour les autres. Et tu vois, moi, je suis à 1-10, 1-11 dans notre ligue pareil, historique. Tu continues à prendre des joueurs sur le waiver. Ouais, bah, j'essaye, ce que je me dis, c'est pas normal. T'as raison. Faut jouer les rageux jusqu'au bout. Exactement, ouais. Mettre tout l'argent sur un mec, juste pour embêter tout le monde. Et bonne chance à tous. Suivez sur Twitter les blessés, comme d'hab, le week-end et tout, et les dernières infos. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Peace.